Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Olivier Cadic, un sénateur entrepreneur. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Direction Londres pour un invité prestigieux, un sénateur. Monsieur le sénateur, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier. Tu m'as autorisé à ce qu'on se tutoie, comme je le fais avec les 2600 autres invités de ce podcast. Merci beaucoup. D'autant qu'à Londres, c'est facile le tutoiement. Il n'y a pas ce mélange comme chez nous en France. Absolument. Et puis on s'appelle par nos prénoms aussi. On a pris cette habitude, ce qui m'a valu d'ailleurs une histoire quand je suis rentré au Sénat, puisque je disais aux huissiers, à tout le monde, à Londres, on s'appelle tous par nos prénoms. Moi, c'est Olivier et vous. Et une semaine après, dans le Figaro, il y avait « Appelez-moi par mon prénom ». Il y avait un article qui racontait ça. J'ai été convoqué par le secrétaire général du Sénat qui m'a dit « Monsieur le sénateur, vous ne pouvez pas faire ça. Les huissiers doivent avoir le même comportement vis-à-vis de tous les sénateurs. Ils peuvent pas appeler l'un par son prénom, les autres Monsieur le sénateur. Ça vous donnerait, ça donnerait un échange différent. Ils doivent être totalement neutres. Et donc, ça avait mal commencé pour moi le Sénat. Vous voyez, c'est une convocation à cause de ça, justement parce que c'est un état d'esprit, une culture, des affaires, un environnement, mais effectivement, il fallait revenir. Et je vais aller voir les huissiers, je leur ai dit, en fait, vous ferez comme vous voudrez. Depuis 2014, 2 mandats de sénateur des Français établis hors de France. Tu es dans le groupe Union Centriste. Toi, tu es un drôle de personnage. Le lundi matin, tu commences ta semaine en te disant, c'est ma dernière semaine, il faut que ça aille vite, vite, vite. Oui, c'est parce que quand j'ai été jeune, à 19 ans, j'ai dessiné le circuit imprimé de la tête du missile Exocet qui a été utilisé pendant la guerre des Malouines. Et à midi, en arrivant au bureau, j'avais tout juste 20 ans et on m'a dit oh, c'est formidable, tu as participé à quelque chose d'extraordinaire qui a fonctionné. Et le soir, au journal de 20h, j'ai découvert que c'était donc le missile Exocet, que le Sheffield avait coulé et que on annonçait plus de 100 morts. Et donc, du coup, je m'étais réjoui de quelque chose le midi et je découvrais ce que c'était le soir. La nuit a été très difficile. Et je me suis dit à ce moment-là, il y a des tas de gens, il y a une semaine, ils étaient encore là et ils sont plus là. Et depuis, tous les lundis matins, je pense à ça et je me dis c'est peut-être ma dernière semaine. On dit, et donc j'ai besoin de le faire vite et j'ai pas un rapport au temps habituel parce que c'est ce côté émotionnel du moment, de l'opportunité à saisir parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, et ça donne aussi beaucoup de recul par rapport à beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que je vous comprends bien que je peux percevoir les choses de façon différente. Et ce sentiment d'urgence m'a toujours habité. Alors, il y a ce sentiment de temps, mais également d'espace. Tu me disais que tu étais à plus de 600 déplacements avec ton métier de sénateur. Finalement, le monde est un village pour toi. Oui, ça a toujours été, et dans le domaine professionnel, c'était pareil. Je disais, mon marché, c'est le monde. Il n'a pas de frontières. Et bien là, je me retrouve avec une circonscription qui n'a pas de frontières. Et j'en suis à 623 déplacements en 11 ans. Et c'est mu par le fait de toujours pareil, d'avoir besoin d'avoir ce contact avec les gens. Quand on les représente, il faut être avec eux sur le terrain. On voit pas les choses de la même façon quand on est à Paris, quand on est à Londres bien sûr, mais quand on est à New York, quand on est à Nairobi où j'étais la semaine dernière, à chaque fois le centre du monde est différent et les gens ont un regard sur le monde très différent. C'est d'ailleurs parfois une raison pour laquelle les gens ne se comprennent pas, simplement parce qu'ils n'ont pas la même perspective. Et je dirais, c'est pour ça que je suis bien au groupe Union Centriste, c'est parce que en fait, on voit déjà dans le groupe, on voit toutes les différences d'opinion, qui fait que quand on n'arrive pas à faire émerger une réponse qui soit unique, le président dit toujours bon allez on fait comme on a dit, ça veut dire que de toute façon chacun va faire va suivre son idée. Et donc il faut être attentif surtout à toutes les positions différentes, être extrêmement respectueux des gens qui pensent différemment. Bien sûr, la fameuse interculturalité qui est tout à fait passionnante et qu'on évoque souvent sur cette antenne. En tout cas, toi, le centre du monde, ce sera Paris pour commencer. Tu es originaire de là-bas. C'est là que tu vas y faire tes études. Et tu vas devenir expat en installant ton entreprise d'électronique. On le disait, hein, tu as travaillé sur le missile Exocet. Tu as bossé
pour le Rafale ou pour encore une sonde sur Mars. Ton entreprise électronique, tu l'installes dans le Kent. Te voilà expatrié en Angleterre. C'est des souvenirs impérissables pour toi, cette nouvelle vie à l'étranger? Oui, c'était il y a 30 ans. L'année prochaine, ça fera pile 30 ans. C'était un concours de circonstances puisque quand il a fallu développer le Charles de Gaulle, le porte-avions, toutes les entreprises qui collaboraient à la défense ont été convoquées et c'était après la chute du mur de Berlin et on nous a dit maintenant il va falloir être compétitif. Et moi je comprenais pas le mot compétitif parce que quand il a fallu développer les commandes de vol du Rafale, on m'a dit t'as 2 semaines, t'as pas le droit à une seule erreur. On m'a pas demandé combien ça allait coûter. Et donc du coup là, ça changeait tout. Et donc, quand on demande d'être compétitif, tu regardes tes coûts. Et après les salaires, le premier poste, c'était les charges sociales. Et par hasard, j'apprends qu'en Angleterre, au lieu de 48% pour la France, c'est 10% d'Angleterre. Donc, j'aurais dit, Eureka, au ministère de l'Industrie, j'ai trouvé, on va être compétitif, on va baisser ça. Ils m'ont dit, bah non, c'est notre sécu, c'est nos retraites. Je dis, bah alors, c'est moi qui vais devoir partir en Angleterre, puisque si vous voulez que je sois compétitif. Et donc, c'est comme ça que il y a 30 ans, j'ai dû déplacer l'entreprise et à ce moment-là, effectivement, ça avait fait beaucoup parler. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient confrontées à cette ouverture des frontières qui venait de se passer, puisque 93, c'est le marché unique. Et donc, je suis arrivé à Ashford. Il y avait France 2 qui m'accompagnait. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2, qui m'accompagnait pour le 20h dans l'Eurostar. Il y avait 50 journalistes qui m'attendaient à Ashford. On a créé la France Libre d'entreprendre. Il y a plus de 1000 entrepreneurs français qui m'ont rejoint. D'ailleurs, quand j'avais fait une conférence à Ashford, il y avait tout un Eurostar d'entrepreneurs qui étaient venus pour suivre une conférence que j'avais organisée. Et mon père, qui était à côté de moi, a regardé les gens sortir de l'Eurostar. Il m'a dit, mon fils, tu es Moïse. Tu fais traverser la mer à ton peuple sans qu'il se mouille les pieds. Voilà, c'était la joke, mais c'est à ça. Et quand on va faire l'anniversaire du 30e anniversaire de l'ouverture de la gare d'Ashford, parce que on fait partie de la génération Eurostar. C'est ce que je dis, qui a marqué d'ailleurs l'histoire bilatérale entre la France et le Royaume-Uni. Et c'était toute une forme d'enthousiasme qui est née avec l'ouverture des frontières, l'ouverture du tunnel sous la Manche, qui a créé une énergie ici au Royaume-Uni, qui a fait que la communauté s'est vraiment développée. C'est comme ça que les meilleurs mathématiciens français sont arrivés à la City, ont fait que de la City ce qu'elle était. Et donc, c'est une partie de vie qui va marquer l'histoire d'ailleurs de notre pays. Je l'ai dit, il y a eu les Huguenots. Il y a eu les protestants quand ils ont quitté sous Louis XIV la France pour venir au Royaume-Uni. Il y a eu la partie de la Révolution française, tous ces Français qui sont partis quand il y a eu cette révolution. Et il y a eu cette 3e génération qui est la génération Eurostar. Et ça s'est fini avec le Brexit. C'est ce que j'allais dire, parce que ce tunnel sous la Manche est quand même une réussite extraordinaire qui a rapproché nos peuples. Une petite douche froide avec le Brexit. Exactement, c'est vraiment ce qui met un terme à cette génération Eurostar, ce qui l'a arrêté, et donc c'est pour ça que ça marquera l'histoire vraiment. Il y a eu beaucoup de choses comme qui sait que ce sont les Huguenots qui ont créé la Banque d'Angleterre. Voilà, et donc qui sait que finalement ce sont les Français qui ont aidé à faire émerger la City à ce niveau-là. Donc ça marquera l'histoire et moi je suis ravi de voir j'ai pu participer à ça. Alors, on va refermer la page sur ce sujet des armées en précisant quand même que tu es le vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, que c'est un sujet que tu maîtrises bien. Tu as d'ailleurs récemment déclaré les Jeux Olympiques ont été une réussite parce qu'on les a préparés. La guerre, c'est pareil. La guerre est un sujet qu'on a aujourd'hui au quotidien dans les informations. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet qui est quand même douloureux ? C'est faire prendre conscience que le monde aujourd'hui est devenu beaucoup plus dangereux que ce qu'on a pu penser qu'il le serait quand le mur de Berlin est tombé, quand l'ancien Premier ministre Laurent Fabius a dit maintenant on va pouvoir toucher les dividendes de la paix. On a baissé notre budget des armées, on a même mis ce secteur-là en difficulté. Et aujourd'hui, on a face à nous une Russie qui décide qu'elle veut revenir à un temps passé avec une domination sur tout un espace qui est l'ancienne Europe de l'Est et que donc cette Europe de l'Est aujourd'hui fait partie de l'Union européenne et donc et fait partie même de l'OTAN.
et elle se fait maintenant menaçante. On a un conflit avec l'Ukraine qui est là ouvert. La Russie est soutenue par la Chine, par l'Iran, par la Corée du Nord. Il y a un conflit maintenant Iran-Israël qui est avéré, qui est là, et on sent bien l'escalade venir avec Taïwan, avec le fait que la Chine puisse chercher à se saisir de Taïwan par la force, ce qui posera d'autres problèmes énormes pour nous. Les répercussions au niveau économique seraient supérieures à la guerre en Ukraine si jamais le détroit de Taïwan était bloqué. Et donc aujourd'hui, il faut que tout le monde se prépare à un conflit qui paraît inéluctable. Il est inéluctable sauf si celui qui est censé nous attaquer, finalement, se dit que non, le jeu n'en vaut pas la chandelle parce qu'il n'est pas sûr de gagner. Parce que dans une guerre, en fait, on voit toujours qu'un État déclenche une guerre quand il est sûr de gagner la guerre. Et c'est là qu'il utilise la force. Mais s'il n'est pas sûr, alors le pouvoir risque d'être perdu, donc il ne va pas le faire. Donc il faut impérativement que tout le monde comprenne qu'il faut qu'on élève notre niveau de défense au niveau européen, bien sûr, parce que c'est pas, nous, on n'a pas la taille critique face à la Russie. Donc, il faut qu'on aide l'Europe à s'armer pour prévenir toute potentialité de conflit. Et il faut voir aussi que le risque principal aujourd'hui, c'est encore l'escalade. On a vu une escalade avec ce qui s'est passé au départ à Gaza avec le Hamas, avec toutes les tendues. Le problème n'est pas réglé. Quoi que puisse en dire le président Trump, on voit toujours que il y a la question du Hezbollah au Liban, on voit bien que ça continue à bombarder, on voit bien qu'en Syrie c'est pas fini, et ainsi de suite. On doit chercher à stabiliser cette zone, mais on voit bien que ce qu'on risque aujourd'hui, c'est plus encore l'escalade dans la mer de Chine méridionale. Et donc, dans ce cas-là, on peut continuer l'escalade longtemps, l'engrenage, et c'est ce qu'il faut réussir à bloquer. Et pourquoi? Il faut montrer que la guerre, on est prêt à la préparer, effectivement, à se donner les moyens, parce que c'est comme ça qu'on n'aura pas la guerre. Après, je vais pas te cacher que j'ai eu du mal à imaginer qu'on puisse reparler de guerre aujourd'hui, alors que j'ai connu un monde qui avait basculé dans la paix avec notamment un changement de paradigme en 89. C'est quand même très étonnant. Faut aussi un peu changer de direction. Oui, mais quelque part, c'est aussi les conséquences, je dirais, d'une certaine naïveté qui a fait penser à certains qu'avec la chute du mur de Berlin, l'histoire était finie. Mais à Tiananmen, la même année, les chars ont écrasé les étudiants. Et donc on voit que finalement, on pensait que la Chine, on arriverait à l'amener à un autre modèle politique du fait de l'ouverture économique. Et puis on voit que c'est pas du tout ce qui se passe, et qu'au contraire, c'est en train de se retourner contre nous avec des systèmes, je dirais, alternatifs qui considèrent que la liberté passe après le développement. Et donc, plus de liberté d'expression, c'est ce qu'on voit à Hong Kong. Regardez ce qui est en train de se passer à Hong Kong, où Jimmy Lai, quelqu'un qui dirigeait des journaux, qui était démocrate, est aujourd'hui à 78 ans en prison, va certainement être condamné peut-être à vie lundi. Et donc, et le monde ne bouge pas. Et alors que normalement, on avait dit, il était dit que après la rétrocession, que Hong Kong pourrait continuer à fonctionner de façon autonome. Eh bien, on voit que c'est pas le cas. La liberté, c'est quelque chose de très fragile. Et la question n'est pas de savoir si on peut se battre simplement pour un pays, pour des frontières. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à se battre pour sa liberté d'expression, sa liberté d'entreprendre, le choix des gens qui vont les représenter. Je ne crois pas que M. Poutine soit très inquiet quand il doit faire face à une élection. Voilà. Donc ils choisissent même éventuellement leurs opposants si il faut vraiment qu'il y ait un vote avec plusieurs candidats. Donc la question aujourd'hui, on voit bien que c'est ce modèle démocratique qui est remis en cause et que le nombre de démocraties baisse. On croyait que ça serait la liberté serait reconnue pour tout le monde. Ben non, c'est pas le cas, et on en revient à des choses qu'on a vues par le passé, et ça fait frémir. Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, la politique entre dans ta vie au début des années 2000, d'abord par le monde associatif, et puis un jour une élue va te dire pourquoi pas te lancer dans l'aventure, et finalement tu vas être élu à une voix près, tu vas être élu en 2014 sénateur. Oui, je pense souvent à ça, et je rappelle toujours dans les écoles que à une voix tout peut changer, que moi j'avais été élu à une voix, que la Tour Eiffel est restée debout à une voix, sinon elle aurait été démantelée après l'exposition universelle,
et que la tête de Louis XVI est tombée à une voix. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui m'a rappelé que c'est à une voix que c'est décidé le fait que la langue des États-Unis serait l'anglais et non pas l'allemand. Voilà, donc voilà pourquoi aux États-Unis on parle anglais, c'était à une voix. Donc chaque voix est importante et c'est pour ça que dans la démocratie, c'est le respect de chacun et que chacun peut faire la différence. Et donc au passage, inscrivez-vous sur le registre et votez aux élections puisque les Français de l'étranger peuvent voter. C'est quand même une fierté, c'est bien de le rappeler aussi. Et que chaque voix va compter. Bien sûr. Alors, tu continues à être chef d'entreprise avec aujourd'hui quelque chose d'assez étonnant. Tu es le premier acheteur de droits au monde des bandes dessinées franco-belges qui sont désormais traduites grâce à cette entreprise aux quatre coins du monde. Et oui, c'est à peu près au même moment où on m'a invité à rentrer en politique, une sénatrice qui m'avait dit qu'elle considérait que j'étais vraiment fait pour ça. Au même moment, on avait vendu donc toutes nos activités d'électronique parce que je voyais que tout partait vers la Chine. Et à ce moment-là, ma femme m'a dit mais alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je lui ai dit écoute, en ce qui me concerne, moi je veux me consacrer à l'écriture. Elle m'a dit oui mais je vais pas te lire toute ma vie donc il faut trouver quelque chose. Et on est rentré dans une librairie en Angleterre et je lui ai dit tiens il y a que Tintin et Astérix en anglais. Sinon, il y a les super-héros américains, il y a les mangas japonais. Qu'est-ce que tu dirais de traduire des grands noms de la BD? Et elle a aimé l'idée et voilà, je suis parti à Angoulême et puis Chasser le naturel, il revient au galop. 20 ans plus tard, on est les premiers acheteurs de droits au monde de bande dessinée, Lucky Luke, Boule et Bill, Black et Mortimer, Spirou, Largo Winch, Torgal, tout ça, ils sont traduits en anglais et ils sont vendus dans le monde entier. Et quand j'ai négocié les droits, au début, on disait c'est des droits par territoire. Donc, par exemple, vous êtes basé à Londres, donc ce sera le Royaume-Uni. Et j'ai dit non, pour moi, si je traduis, je le vends en anglais et je le vends donc dans le monde entier, c'est en anglais. Donc, je veux les droits par rapport à une langue et non pas par rapport à un territoire. Et ça a complètement changé la façon de présenter les choses. Et c'est vrai, c'est aussi ce qui a participé au fait que on a pu fonctionner, parce qu'avant nous, plein de gens avaient essayé, mais ça n'avait jamais marché. Mais simplement, on avait une vision globale et de l'anglais, de comprendre qu'on ne traduit pas en anglais pour les Anglais, mais comme d'autres traduisent en anglais pour les Américains, c'est en américain. Nous, en fait, c'est de l'anglais le personnage. Si le personnage est américain, c'est en américain. S'il est anglais, Black et Mortimer, vous ne trouverez pas un seul américanisme dans la BD. Mm-hmm. Donc, c'est lié au personnage, avec une vision respect culturel aussi. On adapte la BD, à la fois les mots, puisque selon les âges du lecteur, on peut utiliser certains vocabulaires ou pas. Donc ça aussi c'est important, faut le savoir. Et puis aussi certains dessins qui ne passent pas pour un monde anglo-saxon, on les fait évoluer pour que le produit rencontre le lecteur. Et donc aujourd'hui, quand on est dans le Texas, dans une librairie et qu'on prend un Lucky Luke, il est là en partie grâce à toi. C'est notre grande fierté, Lucky Luke, parce qu'on nous avait dit ça marchera jamais, les Américains ils liront jamais Lucky Luke. Et en fait, en 5 ans, on a fait 3 fois plus de Lucky Luke qu'il s'en était fait en 50 ans en anglais. Et on est très très fiers de voir ça et aussi d'avoir fait à la fois évoluer un peu la façon dont se fait le Lucky Luke ici par les auteurs en France pour être plus respectueux du marché. Ils ont tout compris maintenant. Et nous, on est fiers de voir que tous les Lucky Luke sont traduits en anglais, que ça marche très bien. En septembre dernier, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour l'enregistrement d'un podcast spécial diffusé sur la radio des Français dans le monde qui parlait des associations réunies dans le parapluie Flamme. Tu m'avais dit au micro quelle fierté ça pouvait représenter ces 5000 enfants qui chaque semaine se retrouvent dans ces associations pour maintenir le français. Flamme, c'est une belle réussite à travers le monde. Pour moi, c'est effectivement une grande fierté. Une grande fierté, déjà l'admiration que j'ai pour toutes ces mamans et ces papas qui s'investissent tout au long chaque jour pour que le samedi matin l'association soit ouverte et puisse tourner. C'est vraiment c'est un travail énorme. On a voulu quand on a lancé le plan école au Royaume-Uni, il y avait un objectif de développer le nombre d'enfants qui étaient dans le système français au Royaume-Uni. On voulait développer les écoles bilingues, mais aussi s'occuper de ces associations puisqu'il y avait une douzaine d'associations qui fonctionnaient comme ça.
les mettre en réseau, éviter que les mamans réinventent la roue chaque fois qu'elles voulaient créer une association, parce que c'était souvent des mamans en fait. Et donc ça a été une réussite. Londres, le Royaume-Uni a été une réussite extraordinaire pour ça. C'est un modèle que j'aurais bien aimé qu'on développe plus. D'ailleurs, le pass éducation langue française, c'était une initiative. Chaque année, je faisais un amendement pour qu'on mette un budget pour justement ces associations et qu'on leur permette de pérenniser leur développement et qu'on professionnalise du coup un peu tout ça. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait. Mon objectif, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est une vraie vision dans le cadre de mon mandat, c'est que tous les enfants français à l'étranger parlent français. Je vois trop de gens qui viennent voter qui ne parlent pas français. Et donc, ça pose quand même la question, c'est comment ils choisissent leur candidat puisque tout s'exprime en français. Et on voit, par exemple, là, à São Paulo, on m'a dit au consulat, écoutez, je vois plus d'enfants français qui parlent français maintenant. Tous ceux qui viennent ne parlent plus français. On en est à peu près aux 2/3 en Amérique latine qui parlent pas français, 50% à peu près aux États-Unis. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu, un vrai sujet. Et c'est ce que j'avais dit au ministre. Est-ce que vous pensez que tous les Français doivent parler français? Ils me disent, oui, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ça? Parce que quand on est français, on ne parle pas automatiquement français. Et pour moi, c'est un vrai enjeu pour la suite. Et je l'ai vu au Sénégal, un pays où la langue officielle, c'est le français. Eh bien, on a à peu près 50% des Français qui parlent pas français. Et quelqu'un qui parle wolof, qui arrive à 18 ans, qui vient chercher son passeport à Dakar et qui part pour Paris, pour s'y installer, il va faire quoi comme travail s'il parle que wolof? Et donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet qui va devenir de plus en plus prégnant dans les années plus tard à venir. Regardez France Consulaire, ce système qui est génial. Maintenant, vous avez un numéro mondial où vous appelez pour prendre des renseignements par rapport au consulat. Et en quoi on vous répond? On vous répond en français. Bien sûr. On vous répond pas en espagnol, on vous répond pas en serbe. En Serbie, à peu près 2/3 des appels, c'est en serbe. Donc, ils peuvent pas appeler France Consulaire s'ils parlent que serbe. Et ainsi de suite. Donc, tout ça va rendre les choses de plus en plus compliquées. Donc, il faut revenir sur un objectif et se donner les moyens. Donc, c'est vraiment un engagement. Et les écoles flammes, c'est un outil pour me permettre d'atteindre cet objectif, pour nous permettre collectivement d'atteindre cet objectif que un jour, tous les enfants français parleront français. Olivier, en plus de 10 ans de mandat en tant que sénateur, quelles sont tes autres fiertés? Je crois que c'est difficile de dire ça comme ça. Ma fierté, c'est de voir des élus avec lesquels je travaille qui ne se posent pas la question de qu'est-ce que la France peut faire pour eux, mais qu'est-ce que eux peuvent apporter à la France. Ma fierté, c'est de voir ces gens qui gardent cette idée de promouvoir notre pays, quelles que soient les circonstances, quels que soient les environnements, et qui essayent de construire avant de dire je veux des choses pour moi personnellement ou des avantages, ceci, cela. Donc ça, c'est une grande fierté. C'est aussi des gens qui veulent changer les choses dans l'absolu. Moi, je sais que un des grands enjeux, puisqu'on parlait de guerre, dans la guerre, il y a un vrai enjeu, c'est les contrefaçons. Des pays qui font de la contrefaçon sur les produits électriques, qui copient Schneider et Legrand et qui génèrent des incendies puisque les produits sont défectueux, ça fait des courts-circuits. Mais c'est aussi tout ce qui est médicaments, le faux médicaments. Et en Afrique, ce sont des millions de vies qui sont perdues chaque année et qui ont envie de travailler à ce qu'il y ait une agence africaine du médicament qui cherche à changer vraiment les choses sur le fond. Donc voilà, ma fierté, c'est de toujours trouver des compatriotes qui veulent changer les choses, rendre le monde meilleur. Et donc tout ça, c'est très loin des étiquettes politiques, des parts de pizza qu'on a à défendre. C'est vraiment que tout le monde se travaille collectivement sur un monde meilleur. Voilà, c'est ça qui me rend super fier. Et en tant qu'entrepreneur, c'est cette vision de faire de la politique avec un mode projet. Qu'est-ce qu'on fait collectivement? Qu'est-ce qu'on cherche à changer collectivement? Revenir toujours là-dessus. Arrêtez de dire que l'autre pense pas bien, il devrait penser différemment. Non, qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble? Voilà, et je trouve plein de Français qui ont envie de changer les choses comme ça. Et ma grande fierté, c'est ça. C'est, je veux créer une association flamme, tu vas le faire. Je veux lancer une école française, c'est génial. Je veux créer une chambre de commerce, je veux promouvoir tel produit, c'est un produit France, et le faire connaître dans le monde entier, c'est génial. Et voilà. Et c'est ainsi de suite. Et c'est la vinodiplomatie à Lima qu'on a lancé avec
donc Vincent Cissé, de dire voilà, avec le vin français, je vais importer le vin français, je vais faire une commanderie de vin de Bordeaux. Et avec ça, on crée ça. Il y a le ministre des Affaires étrangères péruvien, il y a les parlementaires péruviens, des entreprises péruviennes qui viennent rencontrer les boîtes françaises. Et comme ça, on fait un truc. Le vin devient un mode, je dirais, d'accélérateur de culture française au Pérou. Ben voilà, c'est que des projets comme ça. Et ça me rend super fier parce que je participe à chaque fois à ces équipes-là avec des leaders qui ont une idée géniale et dans des domaines différents. Et ben voilà. Et là, je deviens un facilitateur. Et depuis le Sénat, ben je les aide à concrétiser leurs projets qui font avancer la France. Voilà, c'est ma fierté, elle est là. Olivier, j'ai eu aussi une envie en 2020 de faire un média, une radio, des podcasts pour les Français, les 3 millions de Français qui vivent en mobilité internationale. C'est devenu le média sur lequel tu t'exprimes aujourd'hui, la radio des Français dans le monde. On a 100 000 auditeurs chaque jour qui nous suivent et quelque chose me révolte encore. On terminera là-dessus si tu le veux bien. L'image souvent négative qu'ont ces Français de l'étranger du point de vue des Français de France qui considèrent que ce sont des exilés fiscaux ou qu'ils vivent la vie au soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire sur notre média pour faire évoluer cette image fausse et ces clichés liés à l'expatriation? Qu'est-ce que tu as comme avis sur ce domaine? D'abord, bienvenue au club. Puisque en tant que parlementaire, sénateur représentant les Français de l'étranger, quand je suis avec mes collègues, c'est un cliché contre lequel je suis amené à lutter évidemment et à leur exprimer justement les difficultés que traversent souvent les Français établis hors de France. Je te remercie sincèrement pour ton initiative et puis aussi pour ta réussite, parce que faire venir 100 000 auditeurs pour être à l'écoute des personnes qui sont là qui font des podcasts, c'est vraiment fascinant. Je suis très admiratif du résultat auquel tu es parvenu. Merci. Je pense que on doit vraiment tous se serrer les coudes parce que on est finalement sur le même bateau. On est en train de travailler pour la même cause. C'est de faire en sorte que justement ces Français établis hors de France, dans la variété de tous les parcours, soient connus. Quand je parlais des grandes entreprises tout à l'heure industrielles de l'électrique, mais il y a aussi le restaurateur français qui lui fait venir des produits de France pour pouvoir les faire connaître et il devient un ambassadeur à son tour. Donc c'est une chaîne en réalité. Tout le monde compte, grand ou petit, et tu donnes la voix la parole à tout le monde. Ben, c'est la même chose pour nous qui les représentons. Et donc, il faut chercher ensemble. Je t'ai parlé de collectif. En fait, faut pas te laisser tout seul pour travailler cette promotion. Il faut participer. Il faut que, à la fois les auditeurs, les entreprises comprennent que le rôle de ta radio est utile pour tout le monde et que tu ne sois pas tout seul à ramer pour faire en sorte que la voix des Français soit bien entendue. Donc encore une fois, merci pour tout ce que tu fais. Je sais ce que tu fais aussi au niveau civique pour faire connaître justement l'appel à voter, je dirais de façon totalement neutre. Merci pour tout ça, parce que c'est justement ce qui contribue à la liberté d'expression qui m'est tellement chère. Merci Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France. Tu es venu aujourd'hui dans le studio de la radio des Français dans le monde à travers cette visio, mais je pense que l'univers de la radio, tu le connais grâce à ton papa qui était ingénieur à Radio France. Finalement, aujourd'hui, tu es revenu dans un élément que tu connaissais. Absolument, la boucle est bouclée. Merci. Et le monde de la radio est tellement agréable. Sachez qu'au moment où vous nous écoutez, quelque part dans le monde, une paire d'oreilles francophones est là pour recevoir le message. Et ça, je reste un éternel enfant. Je trouve ça absolument fascinant. Merci Olivier et belle journée à Londres. Merci Gauthier, change pas. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.